Un café, s'il vous plaît. Un café pour la table 6. Ligne droite, Combien je vous dois? C'est beaucoup trop cher. l'addition. Bonjour Stanislas Rigaud, merci d'être avec nous Bonjour à tous. ce matin. Et puis merci à toute l'équipe d'être avec moi en studio pour cette addition. Alors aujourd'hui Stanislas, on va revenir sur le discours de politique générale de François Bayrou, forcément. Exactement, donc c'était l'actualité politique d'hier, c'était le retour de François Bayrou, le retour de la politique, le retour des emmerdes, et je crois qu'hier nous avons été servis puisque François Bayrou a réussi à ne satisfaire personne comme l'on pouvait s'y attendre, et il a en revanche posé de sérieux débats intéressants, notamment sur la proportionnelle, sur le cumul des mandats. Il n'y aura donc pas de suspension de la réforme des retraites, ce qui a rendu la France insoumise hystérique, puisque le Parti socialiste, lui, n'a pas encore pris sa décision quant à la censure et sur la démission du président de la République. Pour résumer ce qui s'est passé, François Bayrou est toujours mou, la France insoumise toujours hystérique, et nous sommes toujours aussi perdus en suivant cette Assemblée nationale bordélique. Mais au moins, François Bayrou a le sens de l'humour. Quand il est mauvais, il le sait, et c'est déjà pas mal pour le suivre. Effectivement. Mais il a quand même réussi à ménager tout le monde, on le disait ce matin. Il a pointé du doigt tous les responsables, notamment de la dette française, en expliquant que c'était bien l'un des mots principaux de notre pays. Et puis, la seconde suivante, il expliquait que même si tous avaient des responsabilités, ils n'étaient au fond pas coupables, puisqu'ils ont tous subi des situations auxquelles, bien évidemment, ils n'ont pas du tout participé de près ou de loin. Oui, c'est ce qui était assez intéressant à suivre, c'est qu'il a réussi à mettre ce que l'on pourrait appeler des tirs à pas mal de personnes. On sentait d'ailleurs qu'il prenait un malin plaisir. On sait qu'il déteste par exemple Nicolas Sarkozy et que Nicolas Sarkozy lui rend bien. Il a réussi à lui en mettre un, tout en ménageant beaucoup le président de la République actuel, Emmanuel Macron. Les socialistes en ont pris pour leur grade. En revanche, oui, ce n'est pas de leur faute tout au long de ce discours, parce qu'évidemment qu'il y a des crises et qu'on ne peut pas les anticiper. Néanmoins, Emmanuel Macron, ce n'est pas simplement à cause des gilets jaunes ou à cause de la crise Covid que le pays s'est endetté. Je crois que c'est seulement, on a 3 000 milliards de dettes et que le Covid, ça représente même à peine un tiers de tout cela sous son quinquennat. Donc voilà, je crois que c'est un peu facile de leur part de se cacher derrière des conjonctures. Le reste de l'équipe veut peut-être donner son avis sur cette déclaration de François Bayrou. Louis, on l'a suivi ensemble. On a tenté de le suivre, nous étions ensemble dans les bureaux à ce moment-là. Ouais. À part un petit moment de rire au moment où il cherchait ses feuilles. Un petit moment de flottement. J'ai le son, si vous voulez, c'est magique. Très bien, allez-y Franck. Et en plus, vous avez la solution au problème, c'est que notre Premier ministre respecté est, comment on dit, un néophyte. Et c'est lui qui le dit, attention. Je suis là. Il y a eu un peu de mélange dans mes pages. Dans ce nouveau monde, c'est parce que je suis un néophyte. Et donc je suis bien obligé d'apprendre ce métier. Donc il ne connaît pas encore son métier, c'est triste. Bon, c'est un peu inquiétant aussi, comme le disait Stanislas, il a au moins l'humilité de reconnaître quand il est mauvais. Oui, non, mais c'est quand même. Mais après, c'est un ancien bègue. Il faut rappeler François Bayrou, pendant longtemps, il a eu des problèmes d'élocution et il a fait beaucoup de travail sur lui-même pour essayer de justement travailler en public, on peut le saluer. Bien s'exprimer. Mais en tout cas, c'est vrai que son discours était un petit peu décousu. En tout cas, il n'y avait pas d'objectif clair, mais surtout, il y avait deux grands absents. Je ne sais pas si vous avez remarqué, Stanislas, l'immigration, l'insécurité, tout ça, c'est complètement passé à la trappe. Et donc, du coup, sur ce point-là, il n'y a encore aucun espoir, rien ne va bouger, quoi. J'ai l'impression que la nouvelle astuce des centristes, et notamment du camp de M. Bayrou, c'est de parler de Mayotte pour parler d'immigration. C'est-à-dire que c'est un peu leur joker. Sans parler d'immigration en France, ils en parlent à Mayotte et donc font des sous-entendus. Typiquement, hier sur Mayotte, je crois que François Bayrou a rappelé qu'il y avait un sujet sur le droit du sol et qu'il fallait en parler. Et on comprend quand il dit ça, qu'il ne parle pas simplement de Mayotte, mais en tout cas qu'il envoie des signaux à sa droite pour expliquer que l'immigration n'est pas un sujet qu'il ne prend pas en compte, mais qu'on peut en discuter avec lui, etc. C'est un peu l'astuce que je perçois aujourd'hui. D'ailleurs, on le voit aussi avec Gabriel Attal et l'Algérie pour parler d'immigration. Il s'attaque à des sujets précis pour envoyer des signaux sans prendre le problème à bras-le-corps sur le territoire national. C'est un peu l'astuce du moment. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai perçu hier avec François Bayrou. Vous l'avez dit, François Bayrou, il n'affirme rien, il ne propose rien, mais par contre, il ouvre à nouveau les débats, notamment sur la proportionnelle ou le cumul des mandats. Qu'est-ce que vous attendez de lui à ce propos, Stanislas ? Pas grand-chose, parce qu'encore une fois, c'est bien de parler de la proportionnelle, c'est très très bien, mais quelle proportionnelle ? Le Rassemblement national ne veut pas la même que
que le Parti Socialiste ou que les Républicains. Les Républicains d'ailleurs, par le biais de Laurent Wauquiez, s'y sont fermement opposés, en tout cas pour l'instant. Et je pense que c'est une fausse bonne idée la proportionnelle. Ce serait en réalité détricoter la Ve République et surtout accentuer la présence des blocs à l'Assemblée nationale. Donc voilà, je pense que c'est une fausse bonne idée, qu'il faut rester justement sur ce système actuel de législative. Et puis, accessoirement, il y a des idées qui sont possibles. Je crois que Édouard Philippe parlait d'interdire les désistements au second tour des législatives, et je pense que ça peut être une alternative intéressante pour éviter justement que des candidats se présentent, comme ça a été le cas de trop nombreuses fois en 2024, et trahissent leurs électeurs dès l'instant où ils sont qualifiés au second tour en se désistant au profit d'alliances contre nature qui en réalité biaisent les élections. Et sur le cumul des mandats, je pense que c'est une très bonne chose que l'on puisse revenir dessus. Ouais. Et pour l'ancrage des territoires, et pour la crédibilité des élus, et surtout, encore une fois, pour avoir un lien peut-être plus direct encore, parce qu'on sait que beaucoup de députés ne sont que très peu en circonscription ou peuvent être parachutés, ce qui n'est pas grave dans le cas d'un député national, puisque c'est un scrutin qui l'est. Mais en revanche, voilà, je crois que le cumul des mandats a plutôt bien fonctionné par le passé. Il y a eu des abus, mais des abus qui existent encore malheureusement à l'Assemblée nationale, peut-être dans d'autres proportions, mais qui existent toujours. Donc voilà, moi j'y suis très favorable en tout cas, et c'est une bonne chose d'aller dessus. Et d'ailleurs, pardon, on peut faire du cumul des mandats sans que les rémunérations soient nécessairement doublées, oui, ou soient totalement cumulables. On peut évidemment avoir des barèmes, et je crois que ça a été le cas par le passé, pour éviter qu'il y ait justement des salaires mirobolants pour des élus. Si c'est un sujet que j'inquiète. On passe ensuite à un autre sujet, peut-être que... Dernière question là-dessus, est-ce que le RN, selon vous, devrait censurer sa stratégie? Est-ce qu'il devrait y aller? Sachant que, je rappelle que François Rebsamen, qui est un ministre du gouvernement, a chargé le Rassemblement National. Je ne sais plus exactement les propos qu'il a tenus. J'ai vu le tweet de Jordan Bardella qui essaie de le rappeler. Alors, honnêtement... déjà censurer, ils peuvent, mais bon, on aura plus Bernier, on aura plus Bayrou, on aura Cazeneuve, enfin bon. Moi, je crois vraiment qu'avant, de toute façon, toute possibilité de dissolution, rien ne changera vraiment. On a compris qu'Emmanuel Macron ne mettra jamais le Front Populaire, et il ne peut pas y avoir le Rassemblement National. Donc on va continuer d'avoir un gouvernement de centre-gauche, centre-droit, avec plus ou moins les mêmes personnes, qui ne feront pas grand-chose, je pense, malheureusement. En tout cas, certains essayent de le faire. Je pense à M. Retailleau, qui, quoi qu'on en dise, tente de faire certaines choses, et à minima, dans le symbole politique et dans l'exercice de ses fonctions, se comporte extrêmement bien. Et quant à M. Rebsamen, oui, il aura sûrement manqué de respect, mais on ne censure pas un gouvernement parce qu'il fait une remarque qui les blesse. Enfin, faut aussi un petit peu arrêter. Moi, je ne suis pas en accord là-dessus. Ça reste de la politique, on ne va pas non plus faire tomber un gouvernement parce qu'il n'a pas été sympathique à notre endroit. Je crois qu'il y a beaucoup de gestes qui sont globalement faits de façon humaine à l'endroit du Rassemblement National, et c'est normal. Ce que dit le ministre, l'ancien maire de Dijon, est ridicule et grotesque, mais c'est pas une raison pour le censurer non plus. Et puis il y a un passif, Antoine Armand, qui était l'ancien ministre de l'économie, sur France Inter, avait aussi insulté le Rassemblement National, et Marine Le Pen l'avait très très mal pris. Après, il est très mal pris, je sais pas. C'est évidemment de la posture. Ils les tiennent d'une certaine façon en laisse, ou en tout cas ils sont à deux doigts de mettre la corde de clou de ces gens-là. Donc évidemment qu'ils en jouent et qu'ils essaient de se crédibiliser en obligeant des ministres à se tenir correctement, à être sympathiques à leur endroit. Mais encore une fois, ils n'avaient pas censuré le gouvernement suite aux propos de M. Armand. Par contre, que François Bayrou tienne ses ministres, ça c'est important, voilà. Mais je pense pas, et d'ailleurs Jordan Bardella ne le dit pas, qu'ils censureront pour ça, voilà. Mais bon, censurer pour censurer... Il me semble qu'il parle de ligne rouge dans son tweet, Jordan Bardella, sur le respect de ses électeurs. Mais c'est évident qu'il faut respecter leurs électeurs, voilà. Je dis simplement que c'est pas que l'on ne censure pas un gouvernement parce qu'un ministre dit une saloperie sur son parti. Que l'on exige du respect, c'est une chose. Si le manque de respect se poursuit, il faut peut-être sanctionner. Mais de toute façon, je ne pense pas qu'il le fasse pour si peu, entre guillemets, même si c'est évidemment intolérable à l'égard des électeurs. Pas non plus. De toute façon, ils le feront pas pour ça. D'accord. Je crois pas. Oui, je pense qu'on peut conclure. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de postures des deux côtés. Lui, il se la joue de gauche, donc évidemment, comme Antoine Armand, il tente de taper le Rassemblement National. Le Rassemblement National surjoue
cet aspect-là pour montrer que le gouvernement est dos au mur et qu'ils ne peuvent pas se mettre le Rassemblement national à dos si rapidement. Enfin, voilà, je crois que c'est Les Français, de toute façon, attendent surtout l'échéance des élections présidentielles et je pense que Mais toutes oui, ces je crois que scènes c'est de surtout théâtre ont fini par fatiguer les Français et puis nous aussi par ailleurs. Stanislas, on passe à la suite. Baisse de la natalité en 2024, c'est pas beaucoup plus réjouissant. Non, et puis justement, au moment de parler, vous parliez de scène de théâtre, au moment où on parle de la réforme des retraites, que c'est une ligne rouge, etc., moi je trouve ça hallucinant qu'on ne parle pas du sujet de fond, qui est justement cette baisse de la natalité, qui se poursuit, qui s'aggrave, c'est la plus basse depuis maintenant des décennies. Et si l'on n'arrive pas à prendre ce problème du nombre d'actifs pour le nombre de retraités, on va évidemment droit dans le mur, et on pourra parler de l'âge légal tant qu'on veut. La réalité, c'est qu'on n'arrivera plus jamais à financer le système des retraites. En 1945, on avait 4 actifs pour un retraité. Aujourd'hui, ça s'est inversé. On a 1,7 actifs pour 4 retraités. C'est juste évident que l'on va droit dans le mur. Mais tant que l'on continue à faire justement ces fameuses scènes de théâtre, en parlant de l'âge à tout prix, en essayant d'expliquer qu'il faut censurer ou pas censurer le gouvernement là-dessus, sans parler de ce sujet qui est la natalité, en réalité, on est juste en train de se prendre... un 30 tonnes sur l'autoroute en trottinette. Voilà. Donc je crois qu'il faut le prendre. Et puis pour d'autres raisons évidemment aussi, on a une population qui est vieillissante. Si l'on veut des actifs efficaces, si l'on veut notamment d'ailleurs aussi s'opposer au grand remplacement, il y a évidemment cette question de la natalité qu'il faut prendre en compte. Il y a des politiques possibles. Il faut évidemment revenir sur ce que François Hollande a détricoté sur les lois familiales. Et puis aussi des politiques d'encouragement possibles. Nous on avait parlé pendant la campagne présidentielle de s'attaquer à ce sujet-là en offrant des primes pour les enfants, des primes à hauteur de 10 000 euros pour chaque enfant en zone rurale, pour les repeupler notamment. Et je crois qu'il y a des choses à aller travailler dans ce sens-là, et sur l'aspect évidemment civilisationnel, et sur l'aspect purement économique, notamment sur la réforme des retraites. Aujourd'hui, on investit 6 fois plus dans la vieillesse que dans la famille. C'est ce que nous expliquait Gilles Brochard. Est-ce qu'aujourd'hui, on a encore les moyens en même temps d'investir dans la famille, ou est-ce que la dette, la crise économique est telle que même ça, c'est désormais plus possible, même si on le voulait? Il y a des économies à faire ailleurs, et puis surtout, la différence, pardon d'être très terre à terre, mais c'est qu'investir dans la famille, donc dans la jeunesse et donc dans l'avenir, ça semble être du bon sens. C'est des investissements, si je puis dire, et c'est pas comme ça que je qualifierais la naissance d'un enfant, mais c'est un investissement aussi. Chaque petit Français à venir sur le sol français est un potentiel travailleur, un potentiel actif et un potentiel génie français. Voilà, donc il faut évidemment faire des choix en ce sens. Et accessoirement, oui, de l'argent on en a, mais on la dépense aussi n'importe comment. Donc on en a beaucoup parlé ces derniers mois. Mais il y a évidemment un sujet de dépenses publiques absolument lunaire dans ce pays, et qu'il faut évidemment prendre aussi à bras le corps. Simplement pour redonner vraiment les chiffres aux auditeurs, pour qu'on se rende bien compte, là en 2024, c'est quand même 663 000 naissances seulement qui ont eu lieu en France. Ça fait 2,2% de moins que 2023. Et c'est vraiment, ils battent le record. Ces chiffres aussi bas n'avaient pas été atteints depuis 1946. Donc depuis vraiment après Seconde Guerre mondiale. Donc c'est vraiment... Ouais, c'est les chiffres que nous présentait Gilles Brochard, effectivement. Et Exactement. On peut s'interroger sur les raisons de cette baisse de la natalité, et ça fait un lien parfait avec le sujet précédent. Suivant, Stanislas, vous m'avez envoyé ces chiffres hier. Plus de 60% des Français estiment que la France est en déclin. Ils sont particulièrement inquiets pour leur niveau de vie et leur sécurité. Ils sont plus de 90% à exprimer leur attachement au modèle de solidarité à la française. On peut commencer par là. 60% des Français sont inquiets pour leur niveau de vie. Ça n'incite pas, évidemment, à faire des enfants. Bien sûr. Évidemment, quand on vit dans un pays en insécurité, alors, il y a plusieurs facteurs. Il y a ceux qui se sentent en insécurité, ceux qui n'ont pas le niveau de vie économique. Et en plus, aujourd'hui, une politique qui est menée par l'extrême gauche, qui est une politique qui est une désinvitation à la naissance. En expliquant que pour des raisons écologiques, il ne faut pas aujourd'hui avoir d'enfants. On a aussi un sujet de fond, c'est l'âge auquel les gens se marient et auquel les gens ont des enfants, pour des raisons encore une fois biologiques. Je crois que la moyenne d'âge du mariage en France, c'est pas loin des 37 ans, hein, je crois que ça a regardé, mais c'est quelque chose comme ça, donc évidemment que je pense que vous pouvez vérifier, mais je crois, sans dire de bêtises, qu'on est autour des 36-37 ans. Quand il y a mariage. Quand il y a mariage, et je crois que le premier enfant est autour de 33, un truc comme ça, 32-33. Évidemment que c'est un sujet... 37,5 effectivement. Voilà, je crois que c'est... Oui, voilà, pour les hommes et pour les femmes, c'est peut-être un peu au-dessus ou en dessous, je sais plus exactement. C'est pour les femmes, voilà.
Donc évidemment qu'il y a ce sujet-là, mais parce qu'il y a une crise de l'engagement, il y a une crise, il y a une perte de confiance dans le système français qui désinvite encore une fois les gens à se projeter et donc à créer des familles, donc à créer, encore une fois, à créer, c'est pas le bon mot pour parler encore une fois de naissance, mais et à donner naissance à des gens qui pourront demain contribuer à la richesse de ce pays. On a énormément de retraités, tant mieux, il faut évidemment les préserver. C'est le modèle familial, il est par le haut et par le bas, mais il est en tout cas à préserver, et notamment encore une fois en incitant les familles et les jeunes couples à pouvoir avoir des enfants et pour connaître des gens, mais comme ici tout le monde autour de la table à Paris, on ne peut pas avoir d'enfants à Paris, enfin pas plus de 2 en tout cas, où ça devient très compliqué. Je ne connais pas les salaires des gens et des autres ici autour de la table, mais voilà, si vous avez la chance d'avoir 5 enfants à Paris, dans le 16e arrondissement de Paris, voilà, oui, je vous donnerai puis un le cadre numéro de de vie votre employeur. Oui, et puis, pardon de revenir là-dessus, mais comme vous le disiez, la question démographique, on est aussi face à des populations immigrées ou même pas encore immigrées, mais qui pourraient être appelées à le devenir, donc en provenance d'Afrique, qui, elles, en revanche, font énormément d'enfants. Il y a un véritable enjeu d'équilibre là. Que nos éditeurs aient bien ça en tête. Les chiffres de la démographie, des naissances de 2024 prennent en compte évidemment les populations oui, c'est une question que je me posais, ça. Ah, mais bien sûr, enfin, c'est français. Mais voilà, mais donc des gens qui peuvent être deuxième ou troisième génération d'immigrés, mais ils sont pris en compte aussi. Parce qu'on sait qu'il y a un décalage, forcément, il y a une dynamique d'un côté et pas de l'autre. Et exactement, c'est-à-dire que je pense qu'il faut regarder dans le détail, notamment dans certains endroits. Je pense que dans le 93, le taux de natalité est plus haut que dans l'Aisne ou l'Isère. Oui, on l'avait constaté. Voilà, c'est évident qu'il faut. Enfin, c'est évident pour nos auditeurs qu'ils aient bien ça en tête. C'est pas simplement les Français de souche qui sont concernés par ces chiffres-là. Donc voilà, c'est à prendre en compte. Et encore une fois, c'est la beauté de la politique en même temps, c'est que tout est lié et que l'on ne peut pas juste avoir une politique sur les retraites, puis d'un côté sur l'immigration et d'un côté sur la natalité. Tout s'imbrique. Que ce soit sur la démographie, que ce soit sur les retraites, la démographie, l'immigration, tout ça c'est lié. À la fin des fins, il faut un modèle non pas sur 2 ou 3 ans, mais sur 10, 15, 20, 30 ans. Mais bon, la politique actuellement fait que de toute façon, la question c'est de savoir si le gouvernement finira le mois, pendant que les Français, eux, se demandent si ils ne se feront pas planter d'ici la fin du mois ou s'ils pourront avoir un caddie pour la fin du mois. Donc, bon, non, mais c'est un enjeu civilisationnel, hein, parce que quand on voit l'explosion démographique de l'Afrique, qui est en 2050, c'est absolument lunaire, les chiffres qui tombent, enfin, des pays comme le Niger, qui ont, je crois, 6 enfants par femme, le plus haut taux du monde. Comment rivaliser face à ça ? Est-ce que c'est pas perdu d'avance quand on voit ces chiffres de la France ? Je crois que... Comment se protéger, quoi ? Une personne qui était enterrée ce week-end disait avant qu'il ne soit trop tard. Donc voilà, je crois que ce sujet de l'urgence, on l'a depuis maintenant longtemps. Et après, à défaut de rivaliser avec l'Afrique en termes de démographie, la modernisation de notre continent, la modernisation du pays, relancer la natalité, se protéger au niveau de nos frontières, expulser ceux qui n'ont rien à faire là, c'est déjà un bon début. C'est-à-dire qu'encore une fois, penser à notre pays avant de penser à la situation en Afrique, je pense que c'est déjà quelque chose à mettre dans la tête de beaucoup, beaucoup de gens. Et puis après, au niveau de l'Afrique, de toute façon, oui, je vois pas comment, pour le coup, je n'ai pas de début de solution pour enrayer la démographie exponentielle. Mais c'est pas réalisable, hein. C'est à des niveaux tels qu'on ne peut pas... Comme vous l'avez dit, 6 enfants par femme au Niger, de toute façon... c'est colossal, il y aura plus d'habitants, j'ai entendu ça. Pourra faire ce qu'il veut, on va pas stopper le phénomène en 2 semaines. Hein. Il y a un journaliste, je sais plus lequel, qui disait qu'il y aurait plus d'habitants au Niger que dans toute l'Europe en 2050. C'est 800 millions d'habitants l'Europe. C'est un peu moins, je crois, 500-600 millions. Ah oui. Donc enfin voilà, il faut vraiment se rendre compte de ce que c'est, et c'est un basculement mondial, démographique, etc. Auquel on ne peut pas lutter. Donc finalement, est-ce que voilà, c'est finalement le sens de l'histoire, la démographie fait l'histoire, c'est le sens de l'histoire finalement. Oui, puis c'est une belle réponse à apporter aux écologistes qui effectivement préconisent d'arrêter de faire des enfants aux Français. Oui. Bon, il y a peut-être un autre sujet sur lequel il serait bon de se pencher. Le temps file, on passe à cette organisation d'un colloque sur le Maghreb et la France le 5 février, donc par Sarah Knafo, Stanislas, sans transition. Les auditeurs ont l'habitude, on enchaîne un peu les sujets d'actualité. C'est lié justement, je trouve. Oui, effectivement, de toute façon.
Mais bon, j'imagine que le sujet va aussi être en grande partie les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie, par exemple. Bah écoutez, tout est lié, c'est pas mal parce que ça nous permet de finir sur un sujet qui, encore une fois, les englobe tous, parce que le Maghreb, c'est aussi justement une question de démographie, c'est une question d'immigration, c'est une question de dépenses publiques également. L'Algérie, c'est 843 millions d'euros sur 5 ans d'argent public, donc l'argent de vos impôts, chers auditeurs, part notamment en Algérie pour financer un État qui nous crache dessus à longueur de journée. Et qui nous envoie ses plus grands artistes influenceurs. Et voilà, exactement. Donc on a un gouvernement algérien, évidemment, parce que tous les Algériens ne sont pas responsables des propos de M. Tebboune et de son gouvernement. Simplement, quand il faut enfermer des intellectuels, il y a du monde. Quand il faut reprendre leurs délinquants et leurs criminels, il n'y a plus personne. Donc ce sera évidemment l'un des sujets importants de ce colloque organisé par Sarah Knafo le 5 février prochain à Paris. Il y a évidemment le sujet des relations diplomatiques, vous en avez parlé, puisque l'on a une longue histoire avec l'Algérie. Aujourd'hui, même M. Attal dit qu'il faut revenir sur les accords, l'accord avec l'Algérie de 62. Ça sent l'effet d'annonce. 68, pardon. Oui. Ce qui est quand même lunaire, c'est que le type a été Enfin, moi, je trouve ça voilà, donc, c'est fascinant. Il n'a pas été très longtemps à Matignon, si on est très honnête, mais bon, il est au gouvernement depuis 2019 ou 2018. Il aurait eu le temps d'en parler au moins. Il aurait pu faire un petit mot. Voilà. On sent que c'est un peu plus pour déstabiliser Macron qu'autre chose. Mais c'est lunaire. Moi, je vous dis franchement, je trouve vraiment. J'ai écouté hier encore une fois François Bayrou. Les types sont à l'ouest total. Et quand on voit Attal, moi je suis sur mon téléphone. Déconnecté. C'était vendredi soir, la tribune de Gabriel Attal, je crois, sur l'Algérie. Un truc comme ça, bon, c'était il y a quelques jours. C'est absolument lunaire. Il se réveille sur l'Algérie, on a l'impression qu'il sort de 10 ans d'hibernation et qu'il dit oh là. Ah bah oui, non, il faut prendre le pro. Moi, je trouve ça hallucinant que ces gens-là osent venir sur ces sujets-là. Ils n'ont rien fait, ils ne font rien. C'est comme, quitte, je donne le crédit à M. Retailleau, Gérald Darmanin, il était pendant des années à Beauvau, et on a des Français aujourd'hui qui s'extasient devant le travail de Darmanin. Darmanin dit oui, il faut des prisons de haute sécurité. Ah bon, et donc les autres prisons ne le sont pas On va faire des prisons passoires et des prisons de haute sécurité. Et puis les gens font, ah oui, on lui fait confiance, il a l'air bien. Enfin bon, je trouve ça hallucinant. Pardon. On va prochainement faire un sujet sur Darmanin pour remettre les pendules à l'heure et puis lui redonner tout hallucinant. Rappeler son historique. Il nous reste 2 minutes, Stanislas, et je vais vous prendre de court, mais on aimerait bien finir quand même sur une bonne nouvelle. C'est les bonnes résolutions de la radio, c'est d'apporter un peu de positivité à nos auditeurs et pour qu'ils puissent repartir. Dommage pour cette émission alors. Mais alors justement, finissez par une bonne nouvelle. Ah, il faut que je la trouve. Ah oui, trouver une bonne nouvelle. Qu'est-ce qui vous a réjoui ces derniers temps? On avait une séquence avant sur Ligne Droite où il fallait chacun trouver une bonne nouvelle. Ouais. C'était dans l'ancien temps avec l'ancienne équipe. C'est vraiment pas simple. Hein. Parfois, tous les jours d'en trouver une. Ouais, c'est compliqué. Donc, bonne chance, Stanislas. Bah, écoutez, on avait une journée pour préparer. J'en ai peut-être une pour vous. Là-bas, moi, je dirais la Coupe d'Europe de rugby ou les clubs français. Voilà. J'en avais une mieux. Ah oui, allez-y, mais c'est bien déjà. Laissez la parole. Le revirement de Mark Zuckerberg. Ah oui. Voilà. C'est fondamental. C'est pas mal. Non, vous avez raison, c'est non seulement fondamental, et c'est vrai que c'est une très bonne nouvelle. Oui, le patron de Meta, de Facebook et Instagram, qui se plie aux nouvelles règles mondiales imposées par Donald Trump et Elon Musk. C'est une bonne nouvelle, mais voilà, moi j'étais plus modeste, j'étais sur les victoires des clubs français en Coupe d'Europe de rugby. Mais c'est bien aussi, c'est du. Mais oui, parce qu'on a une très bonne équipe de France de rugby, on a des très bons clubs de rugby en France. Ils contribuent à faire rayonner notre pays en se tenant correctement, en étant des gens très bien et surtout en allant défoncer les Sud-Africains chez eux, ce qui est extrêmement plaisant. Voilà. On ne résoudra peut-être pas les problèmes au Maghreb, mais en tout cas on ira gagner la Coupe d'Europe, ce qui est déjà ça. Une autre bonne nouvelle, on a Gilles Brochard qui nous a annoncé qu'on avait aussi 800 000 visiteurs qui ont déjà été conquis par Notre-Dame de Paris. À nouveau, excellent. 800 000, c'est... 800 000, oui. C'est assez énorme. Le cap du million devrait être franchi ces prochains jours. Rachida Dati a raison, on aurait dû la faire payer. Là, il y aurait eu moyen de... On aurait pu donner encore plus à l'Algérie. Pardon, on doit rester positif. Merci à toute l'équipe pour cette addition. Merci à vous, Stanislas Rigaud, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes président et fondateur de Génération Z et membre du bureau exécutif de Reconquête, le parti d'Éric Zemmour. Les auditeurs vous connaissent, mais de temps en temps, c'est bien de rappeler vos titres. Raison, merci. Merci à tout le monde.